Et bah écoute, Salomé, je suis ravi d'enregistrer cet épisode avec toi. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, on s'est croisés dans une salle d'escalade comme des bons Parisiens. Des bobos, hein. C'est devenu une mode des bobos et j'ai offert du lait de soja à Salomé. Non, lait d'avoine. Lait d'avoine. Bah oui, j'avais pas de lait de soja, évidemment. Heureusement, on a des backups, on est des bobos comme il faut. Donc voilà, aujourd'hui on va discuter jeunesse et écologie. On a beaucoup de sujets générationnels qui tournent en ce moment. J'ai lu ton livre Sois jeune et tais-toi, qui va sortir d'ailleurs en version poche en mars. Absolument, le 15 mars. Et donc ce sera une très bonne idée pour que vous puissiez l'obtenir. Donc l'idée de cet épisode, c'est de parler de jeunesse, d'écologie, de ton ressenti vis-à-vis de ça, pourquoi est-ce que tu as écrit ce bouquin, qu'est-ce que ça t'a pris comme énergie de le faire, qu'est-ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu as récupéré, qu'est-ce que tu as appris en écrivant ce bouquin. Et puis pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Eh bien, je m'appelle Salomé Saké, aujourd'hui j'ai 28 ans, j'ai écrit un livre donc, qui s'appelle « Sois jeune et tais-toi, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse ». Je suis journaliste et je travaille pour un média qui s'appelle Blast, qui est un média en ligne où je parle de questions d'économie, mais aussi de sujets de société, de plus en plus des questions des droits des femmes. Et dans tout ça, je parle aussi pas mal d'écologie. Et en fait, c'est pas ma spécialité, mais c'est justement ça que je revendique aussi, c'est que l'écologie est transversale, que ça doit pas être une discipline à part, et qu'en tant que journaliste, on doit intégrer ça à tout notre travail. Il y a tout un pan du livre qui est dédié à cette question climatique, mais effectivement, on parle de beaucoup d'autres questions économiques, géopolitiques, d'anxiété des générations futures, etc. Donc le bouquin, effectivement, fait le tour de toutes les grandes questions qui tournent autour de la jeunesse, pas que de l'écologie, mais effectivement, tout est lié. Avant de démarrer, est-ce que tu es prête à te confronter à un petit exercice qu'on fait pour la première fois dans The Big Shift, mais ce sera certainement pas la dernière si jamais c'est une réussite. Je suis honorée de l'inaugurer. Et sinon, on l'enterrera à tout jamais. On va prendre quelques instants. Pression. Et tu dois me répondre par oui ou par non, ou par vrai ou par faux, ou les mots qui vont être adéquats pour répondre à ces questions dans un temps qui va être le plus court possible. J'ai peur, mais vas-y. Est-ce que tu es prête? Un ou une journaliste peut-il ou elle être impartial? Non. Non, je pense pas. Est-ce que les jeunes sont mieux informés sur le climat que les plus âgés? Oui. Est-ce que les jeunes sont paresseux? Non. Est-ce qu'ils sont désobéissants? Parfois. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 20 ans ou 50 ans aujourd'hui? Ça dépend d'où on se place. TikTok. Je dirais toujours... Pardon, je dirais toujours... économiquement, il vaut mieux avoir 50 ans, clairement. Faut-il réarmer la démographie française? Non. Suffit-il de traverser la rue pour trouver un job quand on est jeune? Non. Sommes-nous la dernière génération à pouvoir transformer la société? Je dis sommes-nous parce que je me mets dedans aussi. Pour qu'elle soit assez désirable à mes yeux, oui. Est-ce que les médias sont responsables du déni climatique généralisé? En partie, oui. Faut-il donner plus de pouvoir politique aux jeunes? Oui. Les jeunes souffrent-ils plus des impacts du climat que les vieux? Oui. Et de la pandémie? Oui. Qui a le plus d'impact sur les jeunes? Bruno Le Maire ou Léna Situation? Bonne question. En termes d'influence, Léna Situation, mais en termes d'impact sur leur vie économique, sur leur vie, c'est Bruno Le Maire. Est-ce que c'était mieux avant? Non. Ok, merci d'avoir réussi à répondre à toutes ces questions dans un temps relativement court. Pour finir, une question sur laquelle on peut passer un peu plus de temps. À ton avis, c'est quoi les plus grandes inégalités générationnelles face à la crise climatique, selon toi? La plus grande inégalité, c'est que les jeunes actuels vont subir beaucoup plus longtemps et de manière beaucoup plus intense les conséquences du réchauffement climatique. Et ça, c'est vraiment mis en exergue dans le dernier rapport du GIEC, également dans la synthèse du dernier rapport du GIEC qui est paru l'année dernière, où on voit qu'une personne qui est née en 2020, par exemple, va subir 7 fois plus de vagues de chaleur qu'une personne qui est née en 1960. Donc là, c'est des données scientifiques où les jeunes sont de facto beaucoup plus exposés aux conséquences du réchauffement climatique que les plus âgés actuellement. Merci. L'objectif de cet épisode, j'essaie de mettre un petit disclaimer, c'est pas du tout d'essayer de monter une génération contre l'autre, certainement pas. Surtout pas. Surtout qu'en plus, on a de plus en plus d'auditeurs de The Big Shift qui ont passé les 45 ans.
On vous aime, il n'y a pas de problème. Vous êtes encore jeune, Ne partez pas tout de suite. L'objectif, c'est pas du tout de vilipender les générations plus âgées. C'est d'essayer de comprendre ce que les jeunes vivent vis-à-vis de la crise climatique. Et certainement que si cet épisode fonctionne, je ferai un épisode avec quelqu'un qui a eu plus d'expérience dans la vie et qui pourra aussi nous donner son avis là-dessus. Reprenons. Dans ton adolescence, tu dis que ton ambition était anesthésiée par ton ignorance, notamment du fait que tu venais de fin fond de l'Ardèche et que tu avais peu de connaissances de ce que pouvaient être les inégalités, qu'elles soient sociales, qu'elles soient climatiques, économiques. Qu'est-ce qui a changé et comment tu l'as vécu quand tu es arrivé à Paris ? Oui, effectivement, j'ai pas eu d'éducation sociologique. J'ai pas grandi avec une conscience de ce qu'étaient les inégalités dans notre pays. Et il y avait ce discours qu'on nous tient à l'école, qui est que voilà, on a à peu près tous les mêmes chances. On m'a pas informé sur ce sujet, mais je vivais dans un tout petit village en Ardèche, tellement loin du seul lycée qui était à proximité que je devais aller à l'internat, ce qui n'était pas une punition, que j'ai très bien vécu. Mais c'est pour vous dire à quel point c'était isolé. C'est le seul département où il n'y a pas de train, où il n'y a pas d'autoroute. C'est très enclavé en réalité, et il y a bien sûr eu de nombreux avantages au fait d'évoluer, de grandir comme ça dans la nature, mais il y a clairement eu des inconvénients aussi, et c'était un lieu surtout il y a 20 ans où il y avait vraiment pas beaucoup de culture, où il n'y avait pas beaucoup d'événements, de connexions, il n'y a pas 1000 musées, cinéma, théâtre en Ardèche, ce qui déjà dans mon éducation me différencie beaucoup de quelqu'un qui a vécu par exemple en zone urbaine. Et ensuite j'ai pas été particulièrement sensibilisée, bien que je précise quand même, mon père était professeur dans un lycée professionnel, donc il était quand même... je viens pas d'un milieu ouvrier, mais il m'a pas non plus... j'ai pas été sensibilisée particulièrement aux études supérieures. On m'a un peu laissé faire ce que je voulais. Et ma passion dans la vie, quand j'étais plus jeune, c'était d'aller dans la nature, d'aller parfois faire de l'escalade, justement, d'aller me baigner dans les rivières. Et c'était pas de bien travailler à l'école. J'avais aucune vision de mes études supérieures, de ma carrière. On m'a pas spécialement encouragée à ça. Et j'ai bien vu la différence quand je suis arrivée à Lyon, un peu par accident, franchement, en classe préparatoire, en n'ayant aucune idée de ce qu'était une classe préparatoire, en n'ayant aucune idée même du fait qu'on préparait un concours. C'est-à-dire que je suis arrivée en classe préparatoire. Tu pensais que c'était la suite du lycée? Non, vraiment, oui, je pensais que c'était la suite du lycée. C'est-à-dire que j'avais vu qu'il y avait des matières qui me plaisaient, et je me suis dit que c'était suffisant. Et à l'époque, il y avait du théâtre. Moi, je voulais faire du théâtre. On me disait que c'était pas trop des études sérieuses. Bon, là, apparemment, tout le monde avait l'air de trouver que c'était bien la classe prépa. Et en fait, déjà, il y avait une énorme... il y avait un gros fossé, quoi, avec certains de mes camarades, parce qu'ils étaient beaucoup plus préparés à ces questions-là. Et donc, j'ai pu ressentir, un certain décalage que je tiens quand même à minorer. Je viens pas de classe populaire non plus. C'est-à-dire que moi, déjà, à mon échelle, j'ai senti un décalage par rapport à ce qu'étaient des personnes avec un capital culturel surtout beaucoup plus important, un capital économique beaucoup plus important. Mais moi-même, j'étais pas dans la grande pauvreté. J'avais un certain capital culturel aussi. Et déjà, j'ai ressenti ça. Et après, effectivement, je me suis rendu compte au cours de mon parcours scolaire que j'avais énormément de difficultés à me projeter dans les métiers qui me plaisaient, parce que les autres étaient tellement meilleurs, j'étais tellement j'étais dernière de ma classe, en classe préparatoire, on va dire les choses. J'ai beaucoup de mal à rattraper mon retard. Les professeurs m'ont pas du tout encouragée. Alors ça, je pense que clairement je peux le dire, m'ont pas du tout encouragée, parce que j'étais pas dans les bonnes élèves. Dans les bons élèves, et donc j'ai eu beaucoup de mal à imaginer que je pouvais être journaliste. Et jusqu'à la fin de mes études... Ça avait été déjà l'objectif, le journalisme? Moi, le journalisme, ça me faisait rêver depuis que j'étais petite. Okay. Parce que j'ai vu des films hollywoodiens sur des journalistes. Vraiment, ça va pas plus loin que ça. C'était mon seul rapport au journalisme. Et ça me paraissait inaccessible. Comme... Du journalisme de reportage ou des trucs comme Reporter de guerre. Moi, c'était le film Blood Diamond avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Connelly. C'est très cliché, mais c'est réel. C'était ça qui me faisait rêver, au point que j'avais acheté la tenue du personnage principal qui était journaliste. Donc j'étais quand même bien mordue, mais je me suis pas du tout orientée vers des études de journalisme. J'ai jamais tenté les concours d'aucune grande école, à part Normal Sup, que j'ai d'ailleurs à peine passé parce que je pensais même pas que c'était possible d'y accéder, et parce qu'on était forcés, quoi, avec la prépa, fallait aller jusqu'au bout. Mais sinon, j'ai jamais même tenté une grande école, parce que je pensais que c'était inenvisageable que je puisse y rentrer. Il y a vraiment une barrière mentale qui est liée, et qu'aujourd'hui j'analyse beaucoup dans mon travail, beaucoup dans mes émissions, c'est de dire c'est la reproduction sociale, purement et simplement. C'est tout l'impact de ce capital culturel, de ce capital social, qui fait qu'on va avoir même
que d'avoir même l'ambition de penser qu'on peut faire le métier dont on rêve, c'est déjà un luxe en fait. Et c'est déjà quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus chez les classes les plus favorisées que chez les classes les plus défavorisées. Bien sûr, j'insiste, ce dont je parle dans le livre, ce dont je parle dans mon travail, c'est de la sociologie, c'est des statistiques, c'est des tendances, c'est pas une loi universelle. On va toujours me sortir un exemple de quelqu'un qui ne rentre pas là-dedans, qui a eu des parents qui l'ont encouragé à fond, genre grand bien vous fasse, mais aujourd'hui, c'est pas du tout ce que nous dit la sociologie de manière générale. Mais du coup, en parlant de sociologie, dans le cadre de l'écriture de ce bouquin, tu as échangé avec des dizaines, peut-être même des centaines, je sais pas, de jeunes. Ouais, plus d'une centaine. Ok. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ces échanges? Moi, j'ai lu une grosse partie du bouquin, j'en ai parcouru une autre, et je trouve que ce qui ressort quand même, c'est beaucoup de peur sur beaucoup de sujets différents. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué dans tous ces échanges-là, quelque chose qui t'a profondément touché? Déjà, j'aimerais préciser que dans la manière dont je suis allée mener les entretiens, j'ai vraiment essayé de le faire sur un échantillon représentatif de la société. Ouais, je ne vais pas interroger juste des jeunes qui me suivaient sur les réseaux sociaux, ce qui aurait été un peu simple. Donc j'ai interrogé des jeunes qui habitaient en banlieue, des jeunes qui habitaient dans des zones très rurales, des jeunes agriculteurs, des jeunes au contraire de milieux très bourgeois issus de milieux Oui, très très bourgeois, très favorisés. J'ai vraiment essayé d'avoir un spectre politique, des jeunes qui votent à l'extrême droite, des jeunes qui votent à une gauche beaucoup plus radicale, des jeunes militants, des jeunes complètement dépolitisés. Et j'ai essayé d'obtenir cette espèce de pluralité, même si évidemment mon livre n'est pas parfait, et puis je ne suis pas sociologue, donc il manque forcément des cas, mais en tout cas j'ai vraiment fait cet effort. Et le point commun de la plupart des jeunes que j'ai interrogés, c'était cette difficulté qu'ils avaient à se projeter dans l'avenir, surtout l'avenir lointain, y compris les jeunes qui sont privilégiés. Et ça m'a beaucoup étonnée. Parce que je me suis dit, mais ceux qui ont hérité, qui sont dans des études qui leur plaisent, qui n'ont pas de soucis matériels importants, je me disais, mais ceux-là, ils vont bien. Eh bien, pas du tout. Et il y a une bonne partie d'entre eux qui sont très inquiets pour l'avenir. Et donc, c'est un podcast où vous parlez d'écologie ici. C'est clairement lié en grande partie à la situation écologique, mais pas que, à la situation politique, à la situation économique et la situation géopolitique. Maintenant, on pourra en parler, parce que depuis l'écriture du livre, il y a eu la guerre israélo-palestinienne, il y a beaucoup d'autres événements qui se sont déroulés. Et c'est cette impression d'un monde qui va mal, d'un monde qui s'effondre, et d'avoir la sensation, et ça c'est nouveau en fait, on le retrouve dans les différentes enquêtes que je cite dans le livre, que ça va aller de plus en plus mal, et qu'on va moins bien vivre que nos parents. Et là encore, bien sûr, il y a une petite partie de jeunes qui va très bien et qui ne se pose pas ces questions-là, mais c'est un phénomène qui est en train de devenir de plus en plus important. On pourrait même dire qu'il est majoritaire quand on regarde toutes les études et les sondages qui demandent aux jeunes s'ils sont inquiets pour l'avenir. Alors après, ça dépend toujours des méthodologies, c'est pour ça que j'en cite plusieurs. Mais globalement, on est en train d'avoir aujourd'hui un jeune sur deux qui est éco-anxieux. Enfin, c'est vraiment en train de prendre beaucoup de place. Et si j'ai voulu écrire ce livre, c'est parce que je savais qu'il y avait un mal-être. Je savais qu'il y avait des jeunes qui ne se retrouvaient pas dans la société. Je savais qu'ils étaient critiqués à tort, vraiment. Mais je n'imaginais pas tomber sur ce niveau de pessimisme, de détresse et de solitude dans cette détresse. Parce que contrairement à ce qu'on nous dit, les jeunes victimaires, les jeunes qui se plaindraient toute la journée, il y a tellement de jeunes qui souffrent en silence et qui n'osent même pas se plaindre. Et ce livre, c'est aussi une manière de leur dire, il s'appelle « Sois jeune et tais-toi », c'est ça, au contraire, c'est « Sois jeune et ne te tais pas ». Ta parole est légitime, et je suis assez en colère contre tous les responsables politiques ou les personnes qui ont une parole médiatique, qui critiquent de manière totalement infondée les jeunes, qui dévalorisent leurs paroles, décrédibilisent leurs paroles, décrédibilisent leurs souffrances, parce que à la fin, ça peut faire beaucoup de mal. Et là, juste avant l'enregistrement de ce podcast, on a des derniers chiffres qui sont tombés et qui nous montrent qu'il y a une hausse historique de suicide des jeunes. Ouais, c'est déjà ce que je disais dans le livre. Depuis l'apparition de ce livre, il y a bientôt 1 an, tous les chiffres se sont accentués. Je parlais déjà de baisse de la natalité. Bon, là, on l'a vu, c'est une explosion. On parlait de santé mentale. Les chiffres ont encore augmenté en termes de troubles dépressifs chez les jeunes. Les tentatives de suicide et les suicides ont encore augmenté. Tu en parles dans le bouquin lié à la pandémie, surtout. Exactement. Et alors, je savais que déjà, le bouquin est paru en 2023, donc il y avait déjà, on voyait que ça restait. Mais il y a, une détresse qui est réelle et que je dénonce que je veux démontrer et dont je veux témoigner avec fermeté, parce que je trouve ça fou, le laxisme qu'on a vis-à-vis de ça, où on se dit ça va, c'est les jeunes. Je veux dire, c'est fou de vivre dans une société où les jeunes se suicident de plus en plus. C'est fou.
Et de se dire que les pouvoirs publics n'agissent pas, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Bien sûr. Mais alors, est-ce que les jeunes vont plus mal que les vieux en termes d'anxiété? Tu vois, c'est pas forcément une population que tu as étudiée dans ton livre, mais si tu étudies ce mal-être de la part des jeunes, est-ce que du coup on observe aussi un mal-être dans d'autres générations ou c'est très spécifique aux jeunes? Je ne connais pas assez les générations précédentes pour me permettre de dire qu'ils vont bien ou qu'ils vont mal. Je sais qu'il y a aussi plein de problématiques qui touchent les plus âgés. Ce que j'ai essayé de documenter, c'était aussi le plus... tout ce qu'on pouvait documenter avec des chiffres. Et c'est mon petit côté journaliste économique, donc je suis allée chercher beaucoup de statistiques économiques, matérielles, pour essayer de comparer comment vivaient les différentes générations. Et là, le fossé est absolument immense. C'est-à-dire que là, en termes de conditions de vie, tout simplement, les jeunes sont les grands perdants. Et on peut le dire vraiment sans trembler. On regarde tous les chiffres de la pauvreté, tout le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre qui est paru encore une fois depuis la publication de ce livre, tous les chiffres des Restos du Cœur qui nous montrent qu'une personne sur deux aujourd'hui qui fait la queue pour avoir de l'aide alimentaire a moins de 26 ans. Pourtant, les jeunes représentent, les 18-29 ans, 13%. Ça représente 13% de la population. Donc on voit quand même que c'est absolument majeur. Ce sont aussi les premiers à être mal logés. Donc les jeunes, ce sont les premiers à avoir des appartements qui sont insalubres, où on développe des maladies. Donc là, on a aujourd'hui les derniers chiffres de l'association COP1 qui nous montraient qu'il y a un jeune sur deux qui n'arrive pas à se chauffer, un étudiant sur deux qui n'arrive pas à se chauffer aujourd'hui en France. Donc c'est vraiment accablant. Et là, la précarité matérielle, la précarité des emplois, quand on la compare aux seniors, c'est incomparable en réalité. Ils vivent beaucoup mieux. Ils ont plus d'argent, ils sont plus propriétaires. Alors encore une fois, pas tous, mais les grands perdants du système économique, ce sont les jeunes, ça continue d'être les jeunes, et les politiques économiques qui sont mises en place pour soi-disant les aider ne font que les appauvrir. Et tu me disais en introduction, quand je te posais la question de savoir si les jeunes étaient plus informés sur la question climatique, tu me dis oui, et c'est une des questions sur lesquelles tu as le moins réfléchi. Alors, parce que je pense à une statistique qui est citée dans un livre du sociologue Camille Penny pour une politique de la jeunesse. Je n'ai pas la statistique exacte en tête, mais on la retrouve dans le livre. On la retrouve dans le livre. Et il nous montre que les plus jeunes sont plus nombreux à reconnaître la cause anthropique du réchauffement climatique. Donc, en gros, que les jeunes se font plus facilement le lien entre réchauffement climatique et la cause humaine, qui encore une fois est une réalité scientifique démontrée à maintes reprises. Après, j'insiste, les jeunes ont globalement conscience du réchauffement climatique. Ils sont pas plus exposés aux fake news que les plus âgés, et ça vraiment, ça c'est important de le préciser. On le voit de plus en plus, je le montre dans le livre. Oui, les jeunes adhèrent à des fake news, mais les plus âgés aussi. C'est un problème de société de manière générale. Et sur le réchauffement climatique, là où c'est frappant, c'est que les jeunes sont plus inquiets du réchauffement climatique que les plus âgés. Et là, ça, c'est intéressant comme statistique. Parce qu'à la limite, est-ce qu'ils sont plus informés ou pas? Mais par contre, quand ils ont cette information, les deux générations ne réagissent pas de la même manière. Et les jeunes, ça les angoisse plus. La projection est sur un plus long terme. Parce que la projection est sur un plus long terme. Et encore une fois, mon but, c'est pas de dire, et surtout pas de tomber, et je le précise à tellement de reprises dans le livre, on va pas tomber dans le bashing anti-boomer, c'est de la faute des boomers, ils sont horribles. Moi, je veux pas, au même titre que je n'aimerais pas qu'on mette tous les jeunes dans le même panier, je veux pas mettre tous les plus âgés dans le même panier, mais simplement reconnaître qu'il y a des différences et que surtout, on ne peut pas laisser sur les épaules des seuls jeunes la responsabilité de changer la société. Premièrement parce que c'est injuste, et deuxièmement surtout parce que ce n'est matériellement pas possible. Et que les personnes qui détiennent les ressources économiques, les ressources politiques, qui sont en nombre également, ce sont les plus âgés, et c'est notamment les plus de 60 ans. Et en fait, on a besoin que ces générations-là se mettent à se préoccuper sérieusement des plus jeunes, sérieusement de ce que vivent les plus jeunes, pour pouvoir vraiment sauver leur avenir, parce que c'est de ça dont il est question. Et c'est ça qui est menacé aujourd'hui. Et en fait, c'est pas ce qui se passe. Et c'est fou parce que parfois, quand je fais mon travail, j'essaie toujours des enquêtes, de penser contre moi-même et de me dire, est-ce que j'en fais pas un peu trop? Est-ce que les jeunes sont si critiqués que ça? Et en fait, depuis la publication du livre, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, il y a 15 jours, on a eu le discours de Gabriel Attal, qui est donc en tant que Premier ministre, qui a un niveau de déconnexion des préoccupations des jeunes qui est affolant, vraiment. C'est qu'un responsable politique puisse parler à la jeunesse ou puisse parler des jeunes avec autant d'autoritarisme, avec autant cette idée de tu casses, tu répares, je sais plus ce que c'est son enchaînement là de phrases. Non plus.
tu salis, tu nettoies. Enfin, c'est cette idée hyper paternaliste, quoi. Alors que les jeunes ont des problèmes majeurs que j'essaie de décrire dans le livre. Et la réponse, c'est on va mater la jeunesse. Emmanuel Macron, pareil, il y a un mois, quelque chose comme ça, a parlé d'une jeunesse oisive. Alors que je dis qu'un des premiers clichés sur la jeunesse, c'est la paresse et c'est complètement invalide d'un point de vue économique, d'un point de vue sociologique. Et quand on a des responsables politiques à ce niveau qui s'adressent à la jeunesse de cette manière, mènent des politiques de la jeunesse de cette manière, c'est vraiment que ça leur importe peu. Et encore une fois, c'est pas une opinion de il faudrait faire ça. C'est j'interroge des sociologues, j'interroge des acteurs de terrain qui travaillent avec les jeunes et qui vous disent par exemple la précarité, c'est un des problèmes principaux. Ce n'est pas adressé politiquement, en tout cas pas sérieusement. Du coup, je trouve que cette histoire de réponse à des critiques sur la jeunesse est malheureusement plus pertinente que jamais. On a parlé beaucoup, tu vois, de ce côté macro de la société comme ça. Les statistiques montrent que, mais on le voit aussi dans des cercles beaucoup plus fermés. Moi, si je prends l'exemple de ma famille, je me rends très bien compte que quand on en discute entre frères et sœurs, ça match. Si on en discute avec les parents, ça peut cristalliser le débat. Il peut y avoir jusqu'à des disputes. Comment est-ce que du coup on réinstaure le dialogue climatique intergénérationnel pour qu'on arrive à se mettre d'accord? Parce qu'en fait, finalement, si les vieux sont pas aussi... Enfin, je dis les vieux, mes excuses. Si les personnes les plus âgées sont... peut-être s'il y a ce malentendu intergénérationnel sur la crise climatique parce qu'ils se sentent moins concernés, parce qu'ils ont une espérance de vie plus courte, peut-être qu'on a quand même aussi des terrains d'entente sur lesquels on pourrait retravailler pour essayer d'avoir un dialogue intergénérationnel climatique ou écologique qui soit un peu plus viable. En fait, la question n'est pas que climatique, et c'est pour ça que dans le livre, je réponds à tous les clichés sur les jeunes, parce que si il y a parfois une rupture de dialogue générationnel, c'est pas que pour des questions climatiques. C'est parce qu'on trouve que les jeunes ne travaillent pas assez. C'est parce qu'on trouve que les jeunes sont tout le temps sur leurs écrans. C'est parce que en tant que personne plus âgée, ça peut ne pas nous parler. La manière dont ils vivent, dont ils évoluent, on ne comprend pas ce qu'ils font. Et souvent, ce qui est décrit, c'est pas tant... Parce que finalement, le dialogue un peu cliché du militant écolo qui serait là avec sa famille, complètement de droite, qui voudrait rien changer, c'est très cliché et c'est pas forcément ce qui va se cristalliser vraiment les conflits. C'est vraiment un ensemble d'incompréhensions, de petites incompréhensions. Et c'est pour ça que j'appelle les plus âgés à vraiment essayer de comprendre les jeunes dans leur ensemble. Après, sur la question climatique, je pense que déjà, il faut reconnaître qu'aucune génération n'est parfaite ou n'est irréprochable, surtout pas les jeunes générations. Qu'à aucun moment, personne ici n'est là pour affirmer que les jeunes seraient irréprochables sur le climat. Ils embrassent complètement la société consumériste, productiviste dans laquelle nous nous trouvons. Il y a une grande partie d'entre eux qui voyagent à gogo, qui consomment et très amateurs de nouvelles technologies, qu'on va acheter sur Amazon. Enfin voilà. Et souvent, déjà, si on peut se mettre d'accord là-dessus, on peut peut-être avancer intelligemment dans le débat, parce que c'est pas un débat sur qui est mieux. C'est un débat sur comment on arrive à s'entendre pour réussir à préserver l'avenir de tout le monde. Hein, parce que c'est quand même ça. Les jeunes sont plus concernés, mais les plus âgés sont très concernés aussi, puisqu'on parle de quelque chose qui se passe à très court terme. Hein. On parlait juste avant l'enregistrement de la France à plus de degrés d'ici à 2030, en fait. Donc il y aura encore beaucoup, beaucoup de gens vivants qui sont vivants actuellement en 2030. Et donc, de partir de ce postulat-là, et ensuite... de sortir de ce truc, voilà, ces attaques personnelles, en fait, et de faire un constat scientifique. Et ça, parfois, c'est ce qui manque, surtout les jeunes les plus informés sur le climat vont parfois manquer d'argumentaire. C'est pour ça que c'est très important d'avoir ces sources, et de se dire où est-ce qu'on trouve un référentiel commun. Et de toute façon, c'est une base argumentative dans tout débat, d'ailleurs. Hein, c'est de dire sur quoi on est d'accord, qu'on peut se mettre d'accord. C'est-à-dire sur quoi qu'est-ce qu'on est d'accord pour prendre comme référentiel. Le savoir scientifique, le GIEC, par exemple, et le rapport du GIEC peut être un terrain d'entente. C'est-à-dire que si déjà vos parents, vos grands-parents ne sont pas d'accord sur le fait d'écouter ce que disent les scientifiques, ça va être compliqué. Mais en fait, souvent, quand on l'amène comme ça, qu'on dit on n'est pas en train de vous blâmer et qu'on essaie de se mettre d'accord, voilà. Ensuite, une fois qu'on fait le constat, on découle les causes et les solutions. Et là, encore une fois, ça implique des choix de société. Mais déjà, ça implique de pas mal s'informer sur le sujet. Et souvent, je crois que c'est ça qui peut manquer dans le débat. Mais en aucun cas... d'invectiver, d'agresser, de culpabiliser, ça sert à rien, même si ça peut être difficile. Et moi, je dis vraiment aux plus jeunes d'avoir cette attitude. En face, c'est pas forcément le cas. Et c'est pour ça que j'écris un livre qui est à destination, peut-être avant tout, des plus âgés. Alors malheureusement... Tu sais à qui il a été vendu ou pas ? Il a été vendu aux jeunes. Ouais.
désespérant d'ailleurs. On parlait juste avant de l'épisode de comment est-ce qu'on sort de sa propre bulle. Moi, c'est Bah, la bulle écolo, toi, c'est la bulle des jeunes. Oui, mais c'est désespérant parce que c'est un livre qui explique qu'il est urgent que les jeunes soient entendus. Ouais. Alors j'en suis ravie. J'ai été très touchée du nombre de jeunes qui sont venus. Le livre a été en tête des ventes, vraiment dans un temps assez important. Toutes les salles étaient remplies de jeunes. J'en suis super contente et vraiment ça veut aussi dire que j'ai bien fait mon travail. Mais en fait moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il y ait des soixantenaires qui viennent en masse aussi lire ce livre et qui viennent essayer de s'informer. Et en fait, souvent, il y avait des jeunes qui venaient, qui achetaient le livre et qui disaient « Je vais l'offrir à mes parents, à mes grands-parents. » Et j'espère t'entends, maman, il atterrit sur ta table dans non, 15 j'espère jours. qu'ils l'ont lu, mais parce qu'encore une fois, c'est pas un truc agressif. Ouais. Et ça n'aurait aucun sens. Donc c'est d'arriver à se mettre d'accord pour répondre à ta question sur comment on fait face au changement climatique avec un dialogue intergénérationnel. C'est déjà de se mettre d'accord sur le constat. Et souvent, et c'est ça le deuxième nerf de la guerre. Le premier, c'est l'incompréhension, et le deuxième, c'est que changer ses habitudes de vie quand on a 20 ans, ça n'implique pas la même chose que changer ses habitudes de vie quand on a 70 ans. C'est-à-dire ? C'est plus difficile de changer des habitudes qu'on a gardées pendant 50 ans que quand on les a depuis quelques années. Et j'ai l'impression, et là pour le coup c'est pas scientifique ce que je suis en train de dire, c'est purement une opinion personnelle et je l'ai pas écrit comme ça dans le livre, mais j'ai l'impression que parfois ce qui est dur aussi pour une partie des plus âgés, c'est que la crise écologique, et là je vais au-delà du réchauffement climatique qui est une des 9 limites planétaires, la crise écologique dans son ensemble, la perte de la biodiversité, la pollution, la pollution des sols, la pollution des océans, toute l'acidification des océans, on pourrait passer des heures, tout ça, ça implique de sortir du mode de vie très consumériste et productiviste qu'on nous a vendu comme étant un rêve. Et autant nous, et surtout les plus jeunes, on voit assez rapidement qu'il y a des limites. Parce qu'on est à un point où, de toute façon, ce que j'explique, on ne trouve pas de travail. Il y a du manque de sens dans tellement de choses. Il y a tellement de difficultés matérielles qu'on voit bien que ce système a des grosses limites. Mais quand on fait partie des classes les plus aisées, qu'on a 65 ans, qu'on a travaillé toute sa vie, parce que c'est ça qui est dur aussi pour une partie des plus âgés, c'est qu'on leur a vendu que c'était ça le bon modèle. Ils ont adhéré à ça, ils ont travaillé. Ils ont donné de leur personne. Ils ont donné autant... avec la promesse que après ils pourraient être à la retraite et qu'ils pourraient faire ce qu'ils voulaient. Et puis là on leur dit en fait tout ceci nous mène à notre perte et il faut complètement tout transformer là maintenant. Je comprends que ce soit difficile à entendre et c'est pour ça que encore une fois je veux pas juger ou invectiver, mais simplement se dire ouh là là, faut absolument qu'on fasse ce constat, faut qu'on fasse ce constat très très vite, faut qu'on arrête de dire que les jeunes qui font ce constat sont complètement demeurés et il faut qu'on les écoute et qu'on arrive à avoir ce dialogue intergénérationnel, qu'on arrive à avoir cet espace de dialogue, cet espace démocratique où on prend des décisions. Malheureusement, aujourd'hui, on a souvent ce truc de si t'es jeune, t'y connais rien, et puis tu te tais parce que moi, je suis plus âgée, j'ai tout compris. Et je dis pas que c'est tous les plus âgés, mais il y en a quand même pas mal qui font ça. Moi, je prends de l'avance sur mes questions, mais l'idée, effectivement, c'est qu'il y a un peu une sorte de dichotomie où on demande aux jeunes de prendre le pouvoir, d'être à l'avant-garde, de prendre des initiatives, de donner leur avis sur le futur récit, sur la nouvelle société écologique, etc. Et d'un autre côté, le pouvoir, ils l'ont pas forcément. Comment est-ce que du coup on fait pour récupérer ce pouvoir ? Déjà, il faut quand même rappeler, en termes de pouvoir purement politique, puisqu'on est dans le cadre d'une démocratie représentative, les jeunes aujourd'hui, les 18-29 ans, sont 2 fois moins nombreux démographiquement que les plus de 60 ans. Dans 13 et 26, ouais, c'est ça. Dans les... En pourcentage. Quelque chose comme ça, ouais. Dans les statistiques, très majoritairement, les plus âgés votent pour des partis plutôt conservateurs. Et ils votent. Alors, pas tous, encore une fois, mais ils votent. Déjà, ils votent. Et ensuite, ils votent pour des partis qui ont tendance à un peu garder le monde tel qu'il est et qui préservent leurs intérêts économiques. Et là, encore une fois, c'est pas... Je dis pas qu'ils le font consciemment, machin. C'est une réalité... Quand on observe la politique qui est menée par Emmanuel Macron, c'est pas une politique qui favorise les 18-29 ans. Et c'est vraiment une politique qui favorise les retraités les plus aisés, très clairement. Donc, ça, ce sont des faits. De l'autre côté, le vote des jeunes est globalement, quand ils votent, puisque la plupart d'entre eux ne votent pas, il faut rappeler que le premier parti des jeunes, je le dis, c'est l'abstention. C'est 60%. Donc, alors ça dépend des élections, mais ça, c'est quand même très très fort.
de jeunes qui ne se retrouvent pas dans ce système, qui n'y croient pas, qui ne voient pas l'utilité d'aller voter. Ensuite, on a des jeunes qui votent à gauche, pour une gauche radicale. Ceux qui sont le premier parti des jeunes lors des dernières élections, c'était la France Insoumise, puis la NUPES. C'était assez frappant pendant les législatives. La NUPES a vraiment remporté le vote des jeunes. Et juste après, c'est l'extrême droite, qui là encore est un vote de rupture. Est un vote de on n'en veut plus de ce système. Et moi, le point commun que je trouve avec ces trois approches d'un scrutin, c'est de dire le système futur nous fait peur. Enfin, la situation future nous fait peur. Alors l'extrême droite va jouer sur une insécurité, mais l'idée est quand même la même, c'est que vous êtes menacés, vous êtes en danger, vous êtes et dans ce que met en avant aussi la gauche la plus radicale, la plus écolo, c'est aussi le réchauffement climatique, c'est les difficultés économiques, et donc ils vivent quand même dans cette idée que il faut changer la société pour les aider, alors que les plus âgés globalement votent et votent pour des partis qui vont plus avoir tendance à dire non mais soyons un peu plus autoritaires et puis globalement gardons le système tel qu'il est. Je caricature parce que faut bien regarder les statistiques et je les donne toutes dans le livre. C'est pas tous les jeunes, c'est pas tous les plus âgés, mais quand même. Et donc une fois qu'on a ces statistiques en main là, on peut pas dire aux jeunes allez voter, allez changer la société, parce que si même tous les jeunes demain allaient voter pour le même parti, ils ne pourraient pas numériquement contrebalancer le vote des plus âgés. Donc déjà, il faut bien avoir ça en tête. Ensuite, quand on regarde sur le plan économique, la majeure partie du patrimoine en France est détenue par des personnes qui ont plus de 50 ans. C'est le cours des choses, on va dire, et ce patrimoine se concentre de plus en plus. Et c'est là, je reprends les chiffres du Conseil d'analyse économique qui nous montrent que dans les années 70, 30% de ce qu'on possédait, on l'avait hérité, 35%, pardon, pas 30%, 35%. Aujourd'hui, on est à 60%. Donc en fait, plus le temps passe, plus ce qu'on possède, on l'hérite, et moins on peut gagner des choses par la seule force de son travail. Et qui possède des choses en France, ce sont les plus âgés. Plus ces richesses-là deviennent inaccessibles. En fait, plus on avance, plus ça devient inaccessible pour les plus jeunes. Donc globalement, ce qui se passe, là concrètement, c'est du mal logement. Là, c'est toute la précarité. Ouais. Et c'est pas que les plus jeunes, c'est même les trentenaires qui après vont vouloir acheter en fait un appartement et ne peuvent pas, alors qu'ils pouvaient avec le même salaire il y a 30 ans. Donc c'est vraiment une jeunesse qui est globalement en train de s'appauvrir, à part les héritiers, qui sont donc mathématiquement en train de devenir de moins en moins nombreux, puisque la richesse se concentre. Et donc, les jeunes, globalement, n'ont pas le pouvoir économique. Et ensuite, on regarde le pouvoir de la parole publique, dans l'espace médiatique, et c'est pour ça que je proposais aussi une analyse des plateaux télé, de tous les endroits où il y a une influence. On voit très peu de jeunes. Quand on fait des reportages sur les jeunes, on va parler des jeunes, avec des gens qui vont les analyser. On va dire tout ce qui ne va pas. On va beaucoup souligner alors les jeunes qui vont faire des émeutes, les jeunes qui vont sortir en plein Covid faire des soirées, ces jeunes qui ne votent pas, ces jeunes, c'est souvent avec un angle très négatif. Et donc en fait, il y a peu d'espace où les jeunes ont le pouvoir, où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent prendre des décisions. Et puis alors on pourrait regarder dans les institutions politiques. Alors là, j'avoue que ça a changé. Parce que moi, au moment où j'écrivais le livre, Gabriel Attal n'était pas J'allais Premier dire, ministre. la plupart des articles, c'était le Premier ministre Alors, jeune. Après, de toute façon, c'est le jeune ministre des vieux. Il continue à mener une politique qui est clairement pas en faveur des jeunes. Encore une fois, cet extrait-là de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale, j'ai eu du mal à m'en remettre, qui vraiment... Mais c'est un discours qui est teinté de... Je veux pas dire, comment dire, d'un ton très autoritaire, quoi. C'est fou de dire, tu casses, tu railles pas, de s'adresser aux jeunes de cette manière et de dire, les jeunes, il faut leur apprendre le respect. Mais vous imaginez, là, les jeunes qui ont regardé ça, alors qu'ils ont des difficultés majeures et ils ont un Premier ministre qui lui dit, mais de toute façon, ce dont vous avez besoin, c'est qu'on vous apprenne le respect. Qu'on va réarmer la jeunesse, on va imposer l'uniforme dans l'école, on va mettre en place un service national universel, on interdit l'abaya. Toutes ces mesures isolées, par exemple l'uniforme, se discute, le service national universel, ça se discute, mais en fait on n'a que des mesures sur la jeunesse et l'éducation qui visent à mettre la jeunesse en ordre, avec une cohésion. Et ça, je suis désolée, c'est pas les jeunes qui l'ont demandé, globalement. C'est quand même une volonté des plus âgés. Et c'est inadapté. C'est inadapté à leurs besoins. Et c'est assez difficile dans ces conditions de leur dire alors, mobilisez-vous, prenez le pouvoir, engagez-vous. Déjà, ils peuvent pas, c'est compliqué, ils n'ont pas les outils qu'ont les plus âgés. Et ensuite, et c'est
l'objet du livre, ils sont eux-mêmes dans une très grande détresse. On ne peut pas demander à des jeunes de se mobiliser de manière uniforme et de faire entendre leurs revendications et leurs droits quand on a un jeune sur 5 qui souffre de troubles dépressifs, quand on a un tel niveau, 38% des jeunes qui occupent des emplois précaires, quand on a un tel niveau de pauvreté, de mal logement, de crise alimentaire aussi chez les jeunes, quand on a autant de difficultés à se projeter dans l'avenir, d'anxiété. Enfin, je pourrais dérouler les mots MAUX pendant des heures, mais on peut pas, en fait, dire aux jeunes, bougez-vous, allez-y. Et ensuite, je termine là, quand des jeunes se bougent, parce qu'il y en a qui, malgré tout, dans toutes ces conditions, trouvent le moyen de se politiser, de se mobiliser. Un jeune sur 2 en France qui est dans une association. De plus en plus de jeunes n'ont jamais été autant engagés Les jeunes n'ont jamais été autant engagés dans des associations à but altruiste. Ils sont plus engagés que les retraités aujourd'hui, alors qu'ils n'ont pas autant de temps libre. Donc, il y a des jeunes qui se bougent, et je trouve ça assez même extraordinaire vu le contexte dans lequel on est. Et là, on vous demande de vous mobiliser, de vous engager, mais dans le cadre. Surtout pas dans la contradiction. Surtout pas faire de vagues. Et quand il y a des jeunes qui daignent sortir du système et qui daignent utiliser des modes de mobilisation qui ne sont pas traditionnels ou pour des causes qui vont déranger, tu parles de Extinction Rébellion ? Clairement à l'écologie. Je pense clairement à des collectifs comme Dernière Rénovation, à Extinction Rébellion, qui ne sont pas d'ailleurs que des jeunes, mais avec quand même beaucoup de jeunes. Ouais. Alors là, c'est... Évidemment, on pourrait penser au soulèvement de la Terre également. Là, c'est... on sort l'artillerie lourde. On va parler d'éco-terroristes. D'éco-terroristes, quand même, c'est les mots qui ont été employés, alors que par certains aspects, les méthodes employées par les agriculteurs récemment, on l'a vu, pouvaient être plus violentes. Là, on n'a pas parlé d'éco-terrorisme, enfin, de terrorisme tout court. D'agri-terrorisme. C'est d'agri-terrorisme. On a clairement eu un 2 poids 2 mesures que je ne vais pas répéter ici, ça a été largement souligné, mais on va parler d'éco-terrorisme. Il va y avoir des mesures policières, judiciaires, une répression qui a parfois été violente à l'encontre de ces jeunes, une décrédibilisation médiatique et politique massive. On a vraiment eu des condamnations extrêmement fortes, une manière de les présenter comme des dangers, comme des sauvages, comme des personnes qui allaient amener le chaos, le désordre, alors que c'est pas ce qu'on a fait avec d'autres causes, avec d'autres, là en l'occurrence, syndicats. Et donc, évidemment, que des jeunes qui voient d'autres jeunes se faire traiter de cette façon, de manière vraiment parfois pas justifiée, ça n'en donne pas envie de s'engager. Et je pense que si on veut vraiment que les jeunes s'engagent, acceptons qu'ils ne le fassent pas forcément comme les personnes plus âgées le souhaiteraient, ou en tout cas certaines personnes plus âgées. Acceptons qu'ils sortent parfois des codes de la traditionnelle de la mobilisation sans... Alors je dis pas qu'on doit tout laisser, on doit laisser les jeunes faire n'importe quoi au nom du fait qu'ils soient des jeunes, mais puisqu'on a eu une certaine compréhension politique et on a vu que Gérald Darmanin par exemple était capable d'une certaine intelligence politique quand il fallait faire face à certains groupes de mobilisation, peut-être qu'il peut le faire pour des militants pour le climat qui ont un jeune âge. Donc c'est ça aussi qui est hypocrite dans l'injonction permanente qu'on fait aux jeunes à s'engager. C'est que, c'est rendu très difficile, et ensuite, quand ils le font, la moitié du temps, c'est pas comme on veut. Ou alors, dernier truc, on va dire, oui, vous vous engagez là-dessus, mais à côté de ça, vous avez des contradictions. Mais bien sûr que les jeunes ont des contradictions. Tout le monde a des contradictions. Il n'y a pas de militant pur. Il n'y a pas de personne... qui trace sa vie vraiment parfaitement, avec une cohérence absolue dans tout. Et là encore, peut-être qu'il y a des jeunes qui ne sont pas cohérents là, mais en mai 68, tous les jeunes n'étaient pas cohérents non plus. Il n'y a aucun mouvement qui a été avec des militants parfaits. Donc voilà. Toi, comment tu vois du coup ton propre avenir en tant que jeune, perso ? Là, je ne sais plus si je suis si jeune, parce que j'ai écrit le livre à 25 ans, donc j'étais dedans. J'ai eu l'idée du livre, j'avais 23-24 ans, donc j'étais vraiment en plein dedans. Ouais. J'ai été vraiment frappée par les questions de précarité, tout ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Enfin, c'est même plus le cas. Je suis pas précaire aujourd'hui. J'ai un CDI. Ouais, mais tu disais que cette angoisse, elle n'était pas forcément liée au niveau au niveau économique de vie ou au niveau de confort de vie de chacun, tu vois. À 28 ans, je trouve que je suis à cette frontière. L'INSEE estime qu'on est jeune jusqu'à 29 ans, donc moi, je suis... On est dedans encore. J'ai 18-29 ans, je suis encore dedans. Année. Toi aussi. Bon, voilà. Est-ce que... C'est compliqué. Moi, je me sens de moins en moins touchée par les enjeux de la jeunesse. Je me sens évidemment... Déjà, est-ce que tu réfléchis à 20 ans ou à 30 ans ? Non.
Non, moi, après, c'est mon cas personnel. Est-ce que je suis représentative des jeunes? Je fais très attention à pas estimer que oui et à parler au nom des jeunes parce que je suis pas du tout porte-parole de quoi que ce soit. Mais à titre personnel, moi, j'ai beaucoup de mal à me projeter dans l'avenir, même à 4-5 ans. Enfin, moi, je suis assez inquiète pour l'élection présidentielle de 2027. Très inquiète. Et ensuite, je me demande vraiment ce qui va se passer pour moi si l'extrême droite arrive au pouvoir, vu l'ambiance actuelle et vu le travail que je produis et la critique politique que je peux émettre. Donc moi, je suis un peu à ça. Je m'arrête à cette échéance-là. T'as peur de quoi? D'être censuré? Ah bah je sais pas, enfin on n'a pas essayé l'extrême droite, j'ai pas spécialement dit qu'on essaie, je sais pas du tout jusqu'où ça peut aller, je veux pas faire de prospective, voilà, mais je suis assez pessimiste. Après c'est aussi lié à mon travail, c'est-à-dire que toute la journée je travaille sur des thématiques qui sont quand même difficiles. Ouais, bah on peut pas dire que le livre soit marrant à lire. Le livre, j'ai essayé de mettre un peu d'espoir quand même à des moments, et de le rendre en tout cas très accessible, mais... c'est des sujets qui sont difficiles parce que la réalité peut l'être, je pense, est quand même sombre dans beaucoup d'endroits. Après, les jeunes, j'ai aussi essayé de montrer qu'il y avait des jeunes qui allaient plutôt bien, qu'il y avait des jeunes qui se bougeaient. Toute la fin du livre est très axée sur l'engagement associatif, justement. Donc, tu en as pas mal parlé, mais effectivement, il y a, que ce soit dans l'écologie ou dans d'autres filières, c'est très marqué. Des jeunes qui trouvent des moyens de faire face à toutes ces difficultés avec joie aussi. Qui arrivent à trouver des espaces où ils s'épanouissent. Donc, je voulais pas rester dans un truc négatif. Moi, ce qui m'a frappé, c'est aussi des jeunes qui préfèrent la précarité d'un service civique à un certain nombre de gros salaires qu'on leur propose parce qu'ils ont fait des études. Et il y en a un petit paquet dans le bouquin aussi. Complètement. Alors, encore une fois, ils ne sont pas représentatifs de tous les jeunes, bien sûr, mais notamment les jeunes d'études supérieures, qui ont fait des études supérieures. Il y en a de plus en plus qui voient les limites en fait, de ce système économique et qui ne veulent plus y participer parce que ça n'a aucun sens. Parce qu'ils sont en train eux-mêmes d'abîmer leur propre avenir. Donc ça, voilà, moi je trouve que c'est quand même plutôt réjouissant. Il y a des choses dont on peut se réjouir, mais à titre personnel, je travaille pas que sur le livre, à Blast. Là, en ce moment, par exemple, je suis en train de réaliser un documentaire sur les violences conjugales. Interviewer des femmes toute la journée en ce moment qui ont été maltraitées, violentées, violées, c'est quand même difficile d'être ultra serein. Donc après, je fais aussi l'effort. J'ai vu tes dernières stories sur Instagram. On s'est rencontrés dans une salle d'escalade, tu vois, j'ai des petits espaces, mais c'est vrai que du coup, j'ai pas ultra confiance en l'avenir, j'ai beaucoup de mal à me projeter, parce que je vois bien que les décisions politiques qui sont prises, que les tendances de la société, à mes yeux, de ce que je sais, ne vont pas dans le sens que je souhaiterais, c'est-à-dire une planète habitable, plus d'égalité, donc voilà. Mais c'est aussi des sujets qui me pèsent un peu parce que enregistrer un épisode par semaine avec quelqu'un qui me dit que potentiellement c'est la fin du monde, c'est pas forcément le cas tout le temps. Et disons que quand je pose la question de l'espoir, la plupart du temps, il y a quand même, de plus en plus, je trouve, cette dernière année, qui a dû être quand même marquante parce que moi, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On le réalise pas quand on prend événement par événement, mais en fait, je réalise qu'en 2021 et 2022, mes invités m'avaient l'air un peu plus positifs quand je posais la question du futur. Il y avait le monde d'après encore, on y croyait encore un peu au monde d'après. J'ai pas encore fait ma rétrospective 2023, mais elle est un peu moins brillante, je pense, de ce point de vue-là. Je pense qu'aujourd'hui, réussir à garder espoir, c'est un vrai combat. Et c'est vraiment pas rendu simple par le contexte politique, par les décisions qui sont prises, par les déclarations qui sont faites. Quand on travaille sur les droits des femmes, sur les femmes violentées, et qu'on voit un président de la République qui dit que Gérard Depardieu rend fière la France, faut, au-delà même de la critique qu'on peut émettre, de l'indignation, intimement, c'est difficile de se dire qu'on garde espoir et que ça va aller. Il faut réussir, mais c'est pas simple. Et moi, j'ai de l'espoir. Sinon, je ferais pas ce que je fais. Si j'étais convaincue à 1000% qu'on fonçait dans le mur et qu'on allait tous courir à notre porte, exactement, pas un yacht, mais je ferais autre chose. Je travaillerais, je me retournerais vraiment vers moi-même, je pense. Là, en fait, ce qui est rageant, c'est que on n'est pas du tout condamné à être dans la situation dans laquelle on est. On n'est pas du tout condamné à vivre sur une planète dévastée avec des millions de morts et des guerres et c'est pas du tout une fatalité, c'est un choix de société. Et donc, ce qui fait que moi, je continue à faire ce métier, c'est parce que je sais qu'une autre société est possible, que ce n'est pas utopiste, que ce n'est pas irréaliste, que ça a été théorisé, documenté, qu'il y a nombre d'universitaires, de spécialistes, d'ingénieurs, d'agriculteurs, de tout ce que vous voulez, qui planchent à
construire des modèles alternatifs, qu'il y a tellement de gens aussi qui travaillent à ces alternatives, que ça donne quand même de l'espoir. En tout cas, on sait que ça existe. Et moi, j'espère voir de mon vivant un changement, au moins une bifurcation, puisqu'on parle beaucoup de ça en écologie. Après, en termes de pure probabilité, là, je suis pas ultra convaincue que ça va advenir. Ouais, bon, on est un peu sur la même longueur d'onde là-dessus. Tu parlais donc de ton nouveau combat sur les violences conjugales notamment. Tu as beaucoup fait la mention de convergence des luttes dans ton travail au fur et à mesure des années, notamment écologie, je l'ai pas dit comme ça. Je l'ai mais... pas dit comme ça. Mais du coup, c'est un peu il y a des liens entre le féminisme, l'écologie, etc. Et notamment, j'avais pas forcément prévu d'en parler, mais j'avais vu un article en préparant cet épisode où tu parles publiquement de ton non-désir d'avoir des enfants dans l'avenir. Le fameux, il a fait du bruit. On n'en a pas encore parlé, mais parce que tu m'as fait promettre de ne pas te poser les questions qu'on te pose tout le temps. Mais du coup, ce qui m'avait marqué, je suis tombé sur un article où tu as un discours qui est très similaire à celui de Thomas Pesquet, qui dit la même chose. Et que lui, on lui dit, c'est un homme merveilleux, il prend soin de tout le monde, il est responsable. Et que toi, tu t'es pris insulte sur le même sujet. C'est vrai que c'était inattendu. Parfois, Ouais, et sur un sujet finalement où on pourrait se dire, bon, c'est un sujet qui est écologique ou qui est lié à une anxiété pour l'avenir ou une anxiété sur le monde d'aujourd'hui. On pourrait se dire, bon, c'est un sujet écologique. Et en fait, ça se transforme en sujet d'inégalité. Oui, mais après, en fait, je ne peux pas, en tant que femme journaliste, exposer publiquement, ne pas être sensibilisée un minimum aux questions d'inégalité femmes-hommes, parce que vraiment, je les vis au quotidien. Après, de manière générale, je pense qu'en tant que femme, on vit les inégalités femmes-hommes, mais c'est vrai que c'est particulièrement frappant, en fait, dans le milieu médiatique. Cette histoire de non-désir d'enfant, ça en était l'incarnation peut-être la plus frappante récemment, en tout cas. Et ça continue à me surprendre, hein. C'est ça qui est assez impressionnant. C'est que moi, j'ai écrit une ligne dans mon livre sur la baisse de la natalité et le fait que les jeunes n'aient plus espoir en l'avenir. C'était juste une démonstration que je voulais faire. Il n'y avait même pas les chiffres dont on dispose aujourd'hui. Il y avait déjà des chiffres un peu alarmants, mais pas à ce point. Et j'ai mentionné dans une ligne que moi-même, j'avais du mal à me projeter dans l'avenir et à avoir des enfants. J'ai même pas écrit je ne veux pas d'enfants à jamais. J'ai pris le soin de mettre une note de bas de page avec un petit numéro à cette ligne où je dis je me réserve le droit de changer d'avis. Mais non, parce que je me disais, imagine un jour. Sous réserve que le monde aille mieux. Franchement, j'en veux vraiment pas assez actuellement. En tout cas, c'est vraiment pas d'actualité. Mais je me disais, bon, on sait jamais de quoi l'avenir est fait. Je dis ça et qu'en plus j'en ai un jour. On a le droit de changer. Enfin, j'en sais rien, moi, de quoi l'avenir est fait. Là, pour l'instant, ça me paraît vraiment très inenvisageable. Mais je veux pas jamais dire jamais. Donc, j'avais mis cette petite note de bas de page. Si jamais un jour j'en ai, ne venez pas me ressortir cette ligne de livre en faisant ah, elle a menti. Et malgré ça a pris une ampleur médiatique. Je souris parce que ça me fait rire. C'est tellement absurde que je n'imaginais pas. Et ça a été particulièrement accentué avec le passage que j'ai fait sur France Inter où il y a beaucoup de gens qui étaient très choqués de ce discours où je disais, mais aucune injonction à personne. Je respecte les gens qui veulent des enfants, je respecte les gens qui veulent pas d'enfants. On peut juste laisser les gens faire ce qu'ils veulent, en fait. Laissons les hommes et les femmes faire ce qu'ils veulent de leur corps, de leur avenir, et voilà. Et en fait, je pensais pas que ça choquerait à ce point. Et effectivement, après, j'ai pas tout regardé les commentaires sous le post de Thomas Pesquet, mais qui était en plus, je trouvais hyper bien l'intervention de Thomas Pesquet qui disait, justement, qui parlait de sa femme et qui disait, moi, je suis dans l'espace tout le temps, je vais pas aller imposer à ma femme de s'occuper toute seule d'un enfant qui en plus avait une approche, je trouvais, hyper chouette. Et c'est vrai que lui, on lui a dit bravo, c'est hyper bien. C'est très égalitaire comme démarche. C'est hyper égalitaire et tout ça, de la presse que j'ai vue. Peut-être qu'il y a d'autres commentaires que j'ai pas vu passer. Et en tout cas, le tollé que ça a fait, mais vraiment, j'ai rarement pris des vagues d'insultes comme ça pour avoir dit que je voulais pas d'enfant. Shitstorm, on appelle ça. Ouais, le shitstorm. Je m'attendais pas à ça et je pense que c'est symptomatique du sexisme de manière générale. Moi, en tant que journaliste, je me prends vraiment un cyberharcèlement qui est quotidien. Là encore ce matin, je disais, on est en train de faire des commentaires en me disant que j'étais une pouilleuse, que mes cheveux étaient sales. C'est pour ça que je suis arrivée en disant mes cheveux sont propres. Enfin, t'as de la chance, ce podcast qui est filmé, on pourra démentir l'info. Non, mais c'est quand même voilà. Donc oui, je suis féministe, clairement. C'est-à-dire que j'espère qu'un jour, les femmes auront les mêmes droits dans les faits que les hommes, parce qu'on a déjà les mêmes droits dans la loi. Et c'est pas aujourd'hui, voilà, je vais pas refaire la liste des inégalités, mais on a encore des inégalités qui sont frappantes, qui sont prégnantes, qu'on n'arrive pas à combattre, qu'on ne combat pas activement politiquement, et qu'on subit. Donc moi, évidemment que je parle d'écologie, et qu'en même temps, je subis des inégalités femmes-hommes, et qu'en plus, comme dans toute
problématiques de société, les premières qui vont subir les conséquences d'un événement quel qu'il soit dramatique, ce seront les femmes. On l'a d'ailleurs vu pendant le Covid, c'était là encore frappant. Donc oui, il y a une forme alors, ce qu'on dit de convergence des luttes. Moi, j'ai pas l'impression de faire une lutte, encore une fois. J'essaie d'informer en tant que journaliste sur des sujets que je considère être d'utilité publique. C'est ce qui guide. On n'est pas revenu sur la partialité des. Mais non, mais c'est ce qui guide vraiment mes choix de sujets. Ouais. Et la manière dont je vais les traiter, c'est de me dire en quoi les gens ont besoin d'être informés là-dessus. Et on prend pas des sujets au hasard, mais personne, aucun journaliste, pour moi, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas complètement... Déjà, dans le choix du sujet, on est un peu subjectif, c'est qu'on se dit... Moi, je me dis en tout cas, voilà, en quoi ça va être utile, dans quel contexte ça s'inscrit, et je trouve que l'écologie, c'est important, mais je trouve que l'égalité des droits femmes-hommes, c'est important. Je pense que c'est aussi des sujets que je connais mieux, pour lesquels j'ai plus de sensibilité. Ça ne veut pas dire que je hiérarchise les souffrances ou pas du tout. C'est juste que les questions sexisme, comme je le vis, j'ai aussi une connaissance. Mais il y a aussi des... Enfin, j'évolue dans le traitement de mes sujets parce que je ne pense pas que je traiterai toujours des mêmes sujets. Là, récemment, j'ai commencé de plus en plus à m'intéresser aux questions de racisme, que je connaissais pas très bien jusqu'à présent, et à aussi l'intégrer dans mes sujets, par exemple, sur les violences conjugales, à réfléchir aussi à des femmes. Là, par exemple, j'ai vraiment des cas très très clairs de femmes qui ont été victimes de violences conjugales et qui, clairement, quand elles vont au commissariat, en plus d'être victimes de sexisme, sont victimes de racisme. Donc, je suis obligée de l'intégrer. Donc, c'est pas que je me dis je vais faire converger les luttes, c'est que c'est des faits auxquels je suis confrontée. Et sur l'écologie, je pense que ce que j'essaie, au fond, c'est quand même de déclencher une prise de conscience pour qu'à la fin, il y ait quand même un changement, parce que je suis un peu inquiète. Et ce changement, on peut très bien préserver la planète et, si je caricature un peu, faire des trucs, avoir une société organisée de manière profondément raciste et sexiste, par exemple. C'est pas la société que je désire, même si elle respecte les limites planétaires. Donc, je pense que ce qui est le plus désirable, c'est quand même ce qui se rapproche de l'égalité le plus possible. Après, même si ce sera jamais parfait. Et c'est pour ça que, en tout cas, je traite beaucoup d'inégalités sociales, d'inégalités évidemment de classe. Enfin, depuis le début, je parle de plein de trucs, mais un de mes premiers sujets, c'était les inégalités de classe, évidemment. La grande pauvreté, c'est un sujet que je traite beaucoup. Et j'essaie de faire de mon mieux pour informer les gens sur ce qui me semble être d'utilité publique. Mais encore une fois, c'est ma modeste pierre à l'édifice. Écoute, merci beaucoup pour cette petite pierre à l'édifice. Tu devais repartir à 16h05. Donc est-ce qu'il est 16h05 ? Il est 16h02, donc on va clôturer. C'est bon. On est dans les temps. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. C'était très très sympa. Et puis si vous êtes encore là, c'est que vous êtes notre auditeur préféré. Profitez-en pour mettre une note sur Apple Podcast, sur Spotify, pour laisser un commentaire, pour nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Et n'hésitez pas à m'écrire un petit message quand vous avez écouté le podcast jusqu'à la fin, parce que je me demande toujours qui écoute jusqu'à la fin. Comment pensaient les gens ? On va mettre un mot de code pour les gens qui viennent jusqu'à la fin de l'épisode. On va mettre un mot de passe. Qu'est-ce que ça va être ? Framboise, c'est mon fruit préféré. Framboise. Et vous envoyez par Insta framboise à Salomé si jamais vous êtes arrivé jusqu'au bout de l'épisode. Et puis Salomé, tu me diras qui a écouté jusqu'au fond. Parfait. J'espère que j'en aurai un au moins. Moi aussi, j'espère. Ça voudrait dire sinon que l'épisode ne marche pas très très bien. Et là, c'est de votre faute aussi. Merci à tous d'avoir été là. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.